chaîne Sophia Tech Connect. Merci à tous et à toutes d'être là. Du coup, juste petit rappel, Sophia Tech Connect, l'idée c'est de partager la connaissance, d'avoir un talk par mois, de créer des liens. Et du coup, n'hésitez pas à la fin à échanger vos réseaux sociaux et voilà, à vous connecter. C'est vraiment le but. En tout cas, on est super contents. Fabrice et moi que vous soyez là. Et juste, afin que cette session se passe au mieux, il y a un code de conduite, voilà, pour juste, bon, pas insulter les gens. On sait que les NFT, c'est des sujets houleux, mais on restera quand même soft et diplomatique. Donc, je vous le mettrai le lien dans le chat, si ce n'est déjà fait. Et juste pour donner un peu de contexte, moi je suis Donia, je suis ingénieure back-end en informatique. Je travaille chez Powder, qui est une startup qui construit une app, enfin qui développe une app mobile et PC pour faire du social gaming et faire de l'édition de clips vidéo de manière intelligente. Voilà, sinon je fais du Go et j'aime bien le cloud et j'aime bien les gens. Et du coup, créer une communauté dans le Sud, c'est ça qui me plaisait, dans l'idée de Sophia Tech Connect. Et bon, pour l'instant, on n'est pas que dans le Sud, on est plutôt en remote, mais bon, on espère bientôt faire des trucs en vrai. Voilà. Je te laisse la main, Fabrice. Alors bonjour à tous, merci d'abord d'être venus pour cette deuxième édition. Donc pour me présenter, si vous n'étiez pas là au premier Sophia Tech Connect, donc je suis développeur et architecte freelance, plutôt back, même si je suis un peu forcé de faire du front des fois, principalement pour une startup sur langage Kotlin et Kotlin React pour le front. Je fais aussi du développement Salesforce. Et voilà, avant d'être freelance, j'étais dans le spatial chez Thales Alenia Space en tant qu'architecte et développeur. Et je suis également formateur Git. Donc si vous avez des besoins en Git ou des questions en Git, n'hésitez pas. Voilà, donc concernant la session d'aujourd'hui, après la présentation, donc comme a dit Donia, on aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la partie Everyone dans le chat. On les parcourra à la suite de la présentation pour les poser à Alexandre. Et ensuite, on enchaînera sur une session networking. Donc, je vous expliquerai juste avant comment fonctionne l'outil et comment ça va se passer. Voilà pour la partie déroulée d'aujourd'hui. Et nous avons l'honneur d'accueillir Alexandre Cognard, donc le cofondateur et le CTO d'Ariani, qui va nous présenter d'un point de vue développeur, donc un peu plus technique que les présentations que vous pouvez sûrement voir sur Internet, l'utilisation de la blockchain et des NFT. Voilà, il nous présentera également le protocole qu'ils ont créé pour les besoins d'Ariani. Donc voilà, je pense que on a tout dit, donc on peut donner la main à Alexandre pour qu'il commence sa présentation. Super, merci pour l'accueil. Attendez, je déclenche tout ça. Hop. Pouf. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Allô? Oui, on voit bien l'écran. On est tout bon? Là, c'est bon. Super. Eh ben, c'est parti alors. Du coup, on va parler de NFT aujourd'hui. Pas tellement parler de spéculation ni de tous ces aspects-là, mais plutôt de comment ça fonctionne sous le capot. Donc, je suis Alexandre Cognard, je suis CTO et cofondateur d'Ariani, qui est une société qui propose des solutions end-to-end pour les marques pour utiliser justement ces nouvelles technologies que sont la blockchain, les NFT et le Web3. Et précédemment, j'ai monté une autre société que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vestiaire Collective et dont j'étais aussi le CTO et cofondateur. Du coup, pour parler de NFT, il faut d'abord parler de blockchain. Et la blockchain, c'est quoi? Alors, il y a peut-être des gens qui sont experts ici, d'autres moins. Je vais faire quelques raccourcis. Donc, pour les puristes, peut-être que ce sera pas forcément complètement vrai, mais c'est histoire d'aller efficacement au but et ne pas rentrer trop forcément dans les détails à tous les niveaux. Donc, une blockchain, c'est quoi? Une blockchain, c'est une sorte de base de données. Sorte dans le sens où on va y stocker des données, qui va être une base de données la plupart du temps partagée et publique, et qui va avoir des règles très précises pour pouvoir ajouter de l'information à l'intérieur. Et une des grandes particularités, c'est que toute l'information passée reste dans la blockchain pour toujours. Donc comment ça fonctionne? C'est une forme de réseau peer-to-peer, où il y a un ensemble
serveur qui s'occupe de répliquer cette fameuse blockchain, qui est dans la réalité un genre de fichier qui va être partagé en permanence. Quand quelqu'un veut ajouter une information, il va envoyer une transaction à ce réseau. Une transaction va être en réalité un genre de demande, disant, par exemple, si on prend le cas de Bitcoin, je souhaite moi envoyer un Bitcoin à Fabrice, et je vais devoir le faire en signant cette transaction avec ma clé privée, ce qui garantit que je suis le seul et unique capable de prouver que je sois capable de déplacer des fonds. Donc j'envoie cette transaction. Ces transactions vont être regroupées avec d'autres transactions, d'autres personnes qui souhaitent faire des transactions au même moment que moi. Elles vont être groupées sous forme de blocs. Le bloc va être distribué sur l'ensemble des serveurs de la blockchain. La blockchain va valider le bloc en tant que tel. Et puis à ce moment-là, l'état a été modifié. C'est-à-dire que si j'avais un Bitcoin, je l'ai envoyé à Fabrice, et du coup, mon wallet a perdu un Bitcoin, et le wallet de Fabrice en a ajouté un. Et à ce moment-là, la transaction est complète. À quoi ça ressemble concrètement? Donc on dit blockchain parce que dans la réalité, les fameux blocs qui contiennent les transactions, elles sont liées, enfin les blocs sont liés les uns aux autres par le hash du bloc précédent. Et ce qui fait qu'en fait, on a une genre ouais, de montagne qui se crée de différents blocs, les uns connectés avec les autres, ce qui fait que il est impossible d'aller modifier un bloc précédent parce que mécaniquement, les hashes ne correspondraient pas. Et du coup, c'est cette technique-là qui garantit qu'une blockchain est inviolable, non modifiable et que l'information qui est dedans reste fixe pour toujours. Et donc, c'est la grande nouveauté qui a été introduite par Bitcoin et qui, du coup, a créé d'autres blockchains par derrière. Ce concept de base de données non falsifiable, qui reste fixe dans le temps et qui est sur le papier impiratable. Alors, pour les puristes, il y a des façons de pirater tout ça, mais on va partir du principe que c'est une base de données qu'on ne peut pas modifier et que quelqu'un qui, de l'extérieur, ne peut pas modifier l'état de la blockchain de son plein gré. Il ne peut faire que des transactions qui le concernent lui et uniquement lui. Du coup, on avait cette blockchain, et puis ensuite, il y a des gens, les créateurs de la blockchain qui s'appelle Ethereum, ont introduit un concept de smart contract. Et un smart contract, ça va être, au lieu de dire que on a des bitcoins qui vont se promener dans une blockchain, on va avoir la capacité de pouvoir injecter un programme directement au sein de la blockchain. Et ce qui fait qu'au lieu de transférer des bitcoins, on va pouvoir interagir avec ce programme, parce que c'est finalement une sorte de programme. Ça va être, concrètement, c'est un code source qui va être compilé et déployé vers cette blockchain. Et on va pouvoir interagir avec ce smart contract, et puis le smart contract va effectuer ces process de code, comme vous auriez une page en PHP ou une page en JavaScript qui va processer ces informations et qui, en fonction du résultat, va soit réussir, soit throw, on va dire. Et puis si ça réussit, le nouvel état dans la blockchain va être enseigné. Et donc, c'est ce qui a introduit un peu le concept de code as law, dans le sens où avant, on avait plein de contrats, des gens qui fabriquaient plein de contrats, documents, papiers à signer, etc., etc. Puis il fallait toute une palanquée de personnes pour valider quelque chose. Avec ces smart contracts, quelque part, le code en lui-même se suffit pour définir des règles on va dire des règles contractuelles permettant de faire des changements d'état. Et donc, c'est ce qui va permettre d'introduire après les concepts de NFT. Mais les NFT utilisent les smart contracts, mais il y a plein de smart contracts différents, tout le monde peut en écrire. Des smart contracts qui sont publics, d'autres qui seront pas publics. Mais c'est une forme permettant de programmer la blockchain en tant que telle et de faire des événements programmatiques. NFT, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un non-fungible token. C'est un peu bizarre de définir quelque chose par sa négation. Alors souvent fungible, en gros, c'est à mettre en opposition avec la plupart du temps la monnaie. C'est-à-dire que si on a une pièce d'1 € et que quelqu'un d'autre dans une pièce, dans la pièce a une autre pièce de 1 €, si on s'échange nos pièces de 1 €, ça ne change pas notre vie. Alors que si j'ai la carte Panini de Zidane, quelqu'un a la carte Panini de Mbappé, si on s'échange, c'est plus la même chose. Et du coup, les NFT sont là pour permettre cet aspect-là, l'aspect unique d'un actif numérique. Et dans la réalité, si on regarde le monde réel, à peu près tous les objets dans le monde sont plutôt des tokens non fongibles parce que finalement, tout élément est complètement unique et il n'y a quasiment rien qui est 100% interchangeable. Donc comme on est sur la blockchain et que chacun a son wallet avec ses clés privées et ses clés publiques,
Dans la réalité, les tokens, donc ces fameux NFT, ils sont possédés par des wallets et donc ils sont 100% possédés. C'est-à-dire que sur le papier, donc sur un NFT standard, personne ne peut spoiler. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est à moi, je suis la seule personne qui est capable de faire une interaction avec, donc de le déplacer, de le bouger à quelqu'un d'autre. Et après, pour être très concret, dans la réalité, le NFT, c'est une trace dans un smart contract, on va dire un hash, qui indique que ce NFT précis, donc le NFT numéro 1, 2, 3, 4 du contrat des Bored Ape, par exemple, qui est un NFT très connu, eh bien, il est associé à mon adresse à moi, et du coup, j'en suis considéré comme le propriétaire. Les NFT, ça peut exister sur toutes les blockchains qui ont des smart contracts. Donc, Bitcoin, c'était un peu compliqué, mais concrètement, on peut le faire. L'écosystème le plus important est Ethereum, mais on a également Solana, et puis on en a Tezos, et il y en a plein d'autres. Donc les NFT, c'est vraiment un concept, et du coup, ça devient des standards sur les blockchains. C'est-à-dire que ce n'est pas une technologie précise, c'est vraiment le concept de dire il y a des actifs numériques uniques qui existent sur la blockchain, qui vont être transférables, possédés par des personnes, et ce genre de choses. Sur Ethereum, on a en fait le moteur d'exécution de Ethereum qui s'appelle le VM, qui s'appelle l'Ethereum Virtual Machine. On a deux standards principaux, on a le RC721 et le RC1155. Le RC721 est un standard pour dire, voilà, je vais produire par exemple 10 000 actifs numériques distincts, donc ils sont tous distincts. Et le RC1155, c'est pour faire des séries de NFT. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de carte Panini Zidane, on pourrait imaginer qu'il y ait 10 000 cartes Zidane identiques, 10 000 Kylian Mbappé identiques. Dans ce cas-là, on aurait plutôt tendance à utiliser le 1155. Les ERC sont les standards de Ethereum. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien imaginer, donc c'est un projet très collaboratif. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur les différents GitHub d'Ethereum. Et donc, il y a toutes les évolutions du protocole bas niveau qui sont discutées à cet endroit-là, mais ensuite, il y a tout ce qui est standard de smart contract. En fait. Parce que l'intérêt est de pouvoir poser des standards pour qu'ensuite les développeurs d'applications puissent s'appuyer sur ces standards pour fabriquer des applications compatibles nativement entre elles. Donc concrètement, on va sur GitHub, si on a une idée de standard, on écrit une issue, et puis en fait, le standard prend le numéro de l'issue. Donc le RC721, c'était l'issue 721 qui a été mis sur le GitHub de Ethereum et qui a été discuté. Pour le coup, le standard ERC721, il a mis 2 ans entre le moment où la première personne a écrit le concept et le moment où le standard a été considéré comme validé par la communauté. Et du coup, pour terminer, ces smart contracts sont donc vraiment des programmes. On pourrait faire un parallèle en disant que ce sont des cloud functions, comme on a, ou les lambda functions d'AWS, qui sont dans la blockchain et qui du coup peuvent s'appeler par n'importe qui, n'importe quand. Et donc pour être très concret dans le code, on va dire que le standard ERC721, c'est d'abord une interface. C'est-à-dire que si demain vous voulez déployer un smart contract qui est considéré comme un NFT, c'est donc un contrat qui doit implémenter toutes ces fonctions et ces events. Bon, les events, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais c'est-à-dire que quand il y a des actions sur un smart contract, il peut produire des events qui permettent de savoir ce qui s'est passé d'un point de vue programmatique. Et du coup, ici, on a un ensemble d'options, on va les parcourir rapidement. Balance of address owner, donc ça veut dire qu'on a une méthode qui s'appelle balance of, qui prend en paramètre owner, qui est une adresse publique d'un wallet, et qui va retourner la quantité de NFT possédés par ce wallet. Ensuite, on a owner of avec un ID en 256 bits qui dit qui est le propriétaire de l'actif numéro 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc, si j'appelle cette méthode owner of 1, 2, 3, 4, ça va me retourner l'adresse, donc la clé publique associée à ce NFT. Save transfer from, on l'a 2 fois. En fait, ce sont les 2 méthodes permettant de transférer le NFT en tant que tel. Donc, on va mettre depuis quelle adresse, vers quelle adresse, pour quel ID, et éventuellement, donc il y a une implémentation avec bytes data si on veut rajouter des informations. Transfer from, c'est une version plus basique. On voit parce qu'en fait, il y a eu des évolutions sur le standard. Et pour ajouter une notion de save, c'est quand on va pas rentrer trop dans les détails tout de suite. Approve, c'est pour permettre à un tiers de. Moi, si par exemple je suis propriétaire d'un NFT, je peux approve
l'adresse de quelqu'un d'autre comme ayant le droit d'interagir avec mes NFT. Donc c'est vraiment pour confier la propriété à quelqu'un d'autre. Cet approve for all, c'est pour donner approuve l'ensemble des NFT qui sont gérés par ce contrat-là que je possède. Get approve, c'est pour savoir lesquels ils sont. Et is approved for all, c'est qu'est-ce qui est possédé. Ensuite, ça c'est vraiment le standard basique. Et après, on peut l'étendre, et notamment, on verra tout à l'heure, les concepts de metadata, c'est-à-dire où se trouvent les informations, dans le cas des NFT très visuels avec des images, où se trouve l'information des médias, du titre et ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment l'interface en tant que telle, c'est-à-dire que vous devez implémenter tout ça. En réalité, on ne voit pas le code derrière qui permet de produire tout ce genre de choses, mais en fait, quand on produit un smart contract, on doit écrire le code qui est entre les deux. Après, il faut savoir que ces fameux smart contracts, quand on les injecte dans la blockchain, nativement et de façon standard, une fois qu'on l'a déployé, on ne peut plus y toucher. C'est ça qui garantit notamment que quelqu'un d'extérieur va se dire, OK, ce contrat de NFT, il est fixe, il ne bougera pas dans le temps. Donc peu importe ce qui se passe, si je sais lire le code, je suis capable d'avoir confiance dans ce code-là et je sais qu'on ne pourra pas me voler mes NFT, par exemple. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'également, si vous déployez un smart contract et qu'il contient un bug, vous ne pouvez pas le corriger. Donc c'est là où les méthodes de développement changent énormément par rapport à ce qu'on faisait sur le web classiquement. Quelque part, on est revenu presque 30 ou 40 en arrière, à l'époque où les logiciels étaient shippés par CD-ROM ou disquette, où on était obligé de shipper des logiciels sans bug, ou avec le moins de bugs possible, parce que ça pouvait avoir de l'impact. Et là, pour le coup, on est en train d'envoyer des smart contracts qui vont déplacer de la valeur, donc soit des crypto-monnaies, soit des NFT, et du coup, le moindre bug peut être fatal. Et donc, de ce fait-là, il y a des gens qui ont construit des sociétés, des consortiums qui s'occupent de produire, je dirais, des smart contracts qui vont être d'extrêmement bonne qualité, qui ont été audités, qui ont été vérifiés. Et donc, la plupart du temps, enfin, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à découvrir tout ça, c'est de partir vraiment de contrats existants et puis de les adapter à la marge par rapport à ce que vous voulez que ça fasse. Alors, quand on veut développer des smart contracts sur Ethereum, alors là, je vais me concentrer sur l'écosystème Ethereum, déjà parce que c'est celui que je connais le mieux, et puis on n'aurait pas le temps de tout couvrir. Donc, on a d'abord Truffle, qui est un outil une suite d'outils de développement et de tests pour les smart contracts. Donc, en gros, ça vous permet d'écrire des tests automatisés pour vos contrats, de pouvoir les déployer dans des blockchains virtuelles pour faire des tests, de les déployer sur des blockchains de tests, et voire même à la fin de le déployer sur ce qu'on appelle le mainnet. Remix, c'est un IDE en ligne nativement fait pour gérer les smart contracts Ethereum. J'ai oublié de le préciser, les smart contracts d'Ethereum peuvent être écrits en plusieurs langages. On peut les écrire en assembleur directement, mais je vous le déconseille. Et ensuite, on a un autre langage qui s'appelle Viper, qui est assez confidentiel. Et le langage principal s'appelle du Solidity. Et c'est une forme de JavaScript ou de Java, en gros des classes et ce genre de choses. La syntaxe n'est pas très compliquée. Dans la réalité, on ne peut pas faire énormément de choses parce que finalement, on ne fait que changer des états dans la blockchain. Le vrai sujet quand on écrit des smart contracts, c'est vraiment les aspects, quelles sont les failles qu'on pourrait laisser dedans, les bugs ou ce genre de choses. Et en fait, il y a un travail énorme pour arriver à garantir que le smart contract fait exactement ce qu'on souhaite et n'introduit pas de bug. Et ensuite, ici, j'ai mis une blockchain de test. Donc, vous connaissez tous Ethereum, la blockchain sur laquelle l'Ethereum coûte plusieurs milliers de dollars, enfin il doit coûter 2500 $ aujourd'hui. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on interagit avec, il faut payer en Ethereum, donc ça coûte très cher. Et donc pour faire des tests, le plus simple étant d'utiliser des blockchains de test, donc Ringby est une des blockchains de test de Ethereum, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme Ethereum, mais les tokens n'ont pas de valeur et la blockchain peut être resetée à n'importe quel moment. Et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est content avec notre smart contract de NFT ou autre fonctionne bien, et ben on peut ensuite le déployer sur le mainnet de Ethereum. Et là, il faut bien se rappeler qu'un déploiement de smart contract peut coûter plusieurs milliers de dollars parce qu'il faut payer les transactions et puis déployer un contrat, c'est la transaction la plus complexe à envoyer sur la blockchain Ethereum. Ensuite, une fois que ces smart contracts ils sont déployés, on peut les consulter. Donc, on a notamment un site qui s'appelle Etherscan qui permet de consulter la blockchain, un petit peu comme vous auriez un client en GUI pour une base de données, bah là c'est la même chose. Étant donné que la blockchain est publique, ce site web est public, et donc tout le monde peut aller voir en permanence ce qui se passe sur la blockchain. Et donc il peut voir ce qui se passe dans un contrat précis, et on peut voir les différentes méthodes, voir quelles ont
été les transactions qui ont été appelées, et donc connaître en permanence l'état du smart contract et également la blockchain en général. Blockscout est un autre explorer open source qui a été développé pour d'autres blockchains de l'écosystème Ethereum. Et donc concrètement, là, j'ai mis quelques captures d'écran de Etherscan. Donc là, je suis allé sur le contrat des Bored Ape Yacht Club, donc c'est les fameux singes ennuyants, là, ceux qui valent très très cher. Et donc en fait, la personne, enfin la société qui a produit ces smart contracts est ensuite allée sur ce site et ils ont mis le code source. Ensuite, le site, il est allé compiler le code source, il l'a comparé à ce qui avait été envoyé dans la blockchain. Et du coup, il a pu garantir que le code source de ce smart contract est celui-ci. Et donc ça a un effet assez intéressant. C'est-à-dire que si je fais un comparable, quand vous allez sur Deezer ou Spotify et vous cliquez sur Play, ça joue la musique, mais finalement, vous ne savez pas ce que ça fait sous le capot. C'est-à-dire que ça ajoute sûrement des compteurs quelque part, ça ajoute un compteur d'écoute pour l'artiste, enfin ça fait plein de choses sous le capot que vous ne savez pas et que vous ne saurez jamais parce que Spotify et Deezer sont closed source et puis ce qui se passe sous le serveur, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, ça évolue au gré de leur mise à jour. Là, dans le cas des fameux smart contracts sur Ethereum notamment, c'est qu'en fait, on voit le code source. Et du coup, si je suis développeur, je peux aller étudier et voir exactement ce que fait le contrat. Et du coup, je peux me faire mon jugement pour me dire, OK, ce contrat est fiable, ne contient pas de bug, il fait exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que si demain je suis propriétaire d'un des NFT de ce contrat, eh ben, en ayant lu le code source, je suis sûr qu'il n'y a pas de backdoor, qu'il n'y a pas, je ne sais pas quel effet particulier qui me risquerait de me perdre la propriété. Alors là, on parle du contrat de Bored Ape, mais on pourrait imaginer un contrat de NFT où au bout d'1 an, je perds la propriété. Si le projet est construit comme ça et dans le code source c'est implémenté comme ça, je peux être satisfait aussi. Mais la grande particularité, c'est qu'on n'a plus besoin de faire confiance à des gens, plus besoin de faire confiance à un projet, à des développeurs pour savoir ce qu'ils vont faire avec nos données. On peut tout simplement lire le code source et vérifier ça. Alors forcément, tout le monde n'est pas développeur, mais rien qu'en mettant cette information là fiable, ça permet à des personnes extérieures à un projet très tech friendly de pouvoir valider tout ça, puis d'en faire des rapports, de commencer à en parler, ce qui fait qu'une communauté moins tech peut avoir confiance dans ce projet. Du coup, en mettant le code source, on a mécaniquement les différentes méthodes ou fonctions du smart contract qui sont dispo. Et là, on retrouve le balance of dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que directement sur ce site, on peut aller interagir et interroger le smart contract. Et du coup, on retrouve la méthode balance of avec le paramètre owner dans lequel on doit mettre une adresse publique. Et si j'en mettais une et que je faisais query, ça m'indiquerait combien ce wallet, enfin cette clé publique, possède de NFT sur ce contrat. Alors, pour pouvoir interagir avec tout ça, il faut beaucoup de choses. Alors, il nous faut d'abord, c'est-à-dire que quand on va construire des applications complexes qui vont utiliser les NFT à tous les niveaux, on a d'abord des frameworks JS qui permettent d'interagir avec la blockchain. Donc là, j'en ai mis deux principaux, Web3.js et EtherJS. C'est vraiment une collection enfin, c'est des librairies, des SDK qui permettent de simplifier l'interaction avec des gateways Ethereum. Donc là, j'ai mis des gateways Ethereum. Qu'est-ce que c'est? C'est des serveurs qui s'occupent de permettre de lire la blockchain en tant que telle. Alors, vous pourriez monter un nœud Ethereum classique et vous connecter dessus. C'est un gateway Ethereum. Après, pour des questions de rapidité, pour éviter de monter soi-même ses serveurs et ce genre de choses, il y a plein de services qui se sont créés qui permettent d'accéder à la blockchain en tant que telle. Comme on est toujours dans un concept de décentralisation, l'histoire, c'est dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière pour accéder à la blockchain, finalement, il y en a plusieurs. On peut mettre plusieurs gateways en parallèle. S'il y en a une qui tombe, on peut fallback sur une autre. Et l'idée est qu'on ait toujours accès à la blockchain. Donc ces deux choses-là cumulées nous permettent de lire l'état de la blockchain et donc d'interagir avec des smart contracts. Et ensuite, il faut toujours un wallet pour pouvoir faire des interactions fortes avec la blockchain. Quand je dis interactions fortes, c'est-à-dire pouvoir envoyer des transactions, pouvoir modifier des choses et ce genre de choses. Si on veut juste lire, dans la réalité, ces composants-là entre eux se suffisent à eux-mêmes. Et du coup, les wallets en tant que tels, c'est ce qui va gérer votre clé privée, votre clé publique. Et donc, ce sont des wallets qui vont vous permettre d'envoyer des transactions en tant que telles sur la blockchain. MetaMask, par exemple,
c'est un des plus connus. C'est une extension dans votre navigateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces frameworks-là sont capables de détecter que vous avez ce wallet installé. Et quand le site web demande de faire d'émettre une transaction vers Ethereum, ces frameworks vont pinguer ces wallets et vont dire l'utilisateur souhaiterait envoyer une transaction, est-ce que tu peux la signer? Et en fait, l'objet même de ces outils est de stocker de façon extrêmement sécurisée la clé privée, parce que si vous perdez votre clé privée ou que si quelqu'un peut y avoir accès, bah, sous-entendu, il peut se faire passer par vous. Et à ce moment-là, la transaction est signée, puis après, elle est broadcastée jusqu'à la blockchain, et puis la blockchain va la traiter et va l'incorporer dans les prochains blocs de la blockchain. Et à ce moment-là, les smart contracts seront exécutés et les états modifiés. Et donc, pour faire un petit comparable avec le Web 2 et le Web 3, donc oui, je vais doucement sur les différents concepts. Vous avez dû entendre parler de Web 3. Bon, ça reste des termes et puis il faut voir la légitimité de tout ça. Mais la grande nuance, c'est que dans le Web 2, on avait en gros un browser, un front, un back et une base de données. Tout ça est très centralisé. Et on a la main dessus, on peut le modifier en permanence. Dans le cas du Web 3, bah déjà, ce qui fournit l'identité, c'est le wallet. C'est-à-dire que ici, on avait parfois des Facebook Connect ou des Google Connect ou ce genre de choses. Ici, ça va être le wallet qui va m'identifier formellement. On retombe sur nos pattes front-end. Là, on retrouve les gateways ou les providers que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont interagir avec la blockchain et donc les smart contracts. Voilà, c'est un petit peu inversé, mais sous-entendu, le back-end d'une application Web3 va être la blockchain, et on a un composant en plus qui permet au site internet de discuter avec la blockchain. Bien entendu, on peut faire un mix des deux, hein, rien ne vous empêche de rajouter des aspects de base de données, tout ça, mais mécaniquement, ça perd de la décentralisation et ça offusque ce qui va réellement se passer dans l'application. La grande particularité des applications Web3, c'est que la plupart du temps, ça interagit avec des smart contracts qui sont open source, donc on peut savoir à l'avance ce qui va se passer, on peut avoir une confiance dans le code de ces smart contracts. Et donc, un petit peu de code pour voir un peu comment ça marche. Donc là, j'ai pris la librairie qui s'appelle Web3.js, qui est compressée en Web3. Je me connecte avec une gateway, donc il y a Cloudflare qui fournit une gateway par défaut permettant de se connecter à Ethereum, donc je lui indique ici. Et ici, j'utilise une fonction native bas niveau du SDK qui me donne le block number. Donc tout à l'heure, on avait parlé que dans les blockchains, c'était différents blocs empilés. Chaque bloc a son numéro, le bloc suivant est incrémenté de 1. Et donc en utilisant cette fonction-là, je vais pouvoir connaître le numéro de bloc courant de la blockchain que je suis en train de regarder. Donc là, je regarde ce qu'on appelle le mainnet Ethereum. Donc si je l'exécutais maintenant, a priori, on sera à 1,4 million et quelques. Et voilà. Dans le cas de la blockchain Ethereum, typiquement, on a un bloc toutes les 15 secondes. Donc à chaque fois qu'on envoie une transaction, si on a payé le bon prix ou ce genre de choses, 15 secondes après, on va avoir un nouveau bloc qui va être ajouté à la blockchain et donc la transaction sera sauvegardée. Pour interagir avec un smart contract, vos SDK ou vos librairies blockchain ont besoin d'API. Donc les API sont la description des méthodes de votre smart contract. Donc en gros, ces fameuses librairies ne vont pas lire le code source de votre smart contract directement. En fait, vous allez leur fournir vraiment l'interface en tant que telle. Donc là, j'ai repris l'exemple de la méthode owner-of. Donc on a le nom de la méthode, quels sont les paramètres d'entrée. Donc là, c'est un seul paramètre qui est de type Win256 et qui s'appelle tokenID. Et puis en sortie, je vais avoir un type adresse. Donc adresse, c'est une clé publique. Et state mutability view, ça sous-entend que c'est une méthode qui est en lecture seule, donc qui n'a pas besoin d'envoyer réellement une transaction à la blockchain, on peut lire l'état. Et voilà. Et en fait, avec ce mécanisme-là, on construit quand on va écrire son smart contract, qu'on va le compiler, ça va produire automatiquement ce fichier-là qu'on va pouvoir utiliser à différents endroits pour pouvoir interagir avec son smart contract. Du coup, quand on veut lire l'état d'un smart contract, donc là, on a les deux mêmes lignes que tout à l'heure. Là, j'ai injecté un bout d'ABI, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre l'ABI de l'ensemble de votre contrat. Si vous voulez interagir que avec une seule méthode, vous mettez juste le bout qui est concerné. Donc là, j'ai remis l'ABI, enfin la partie qui concerne la méthode owner-of. Et là, je vais instancier le contrat. Donc en fait, je vais dire instancie-moi le contrat
en utilisant l'ABI qui est ici et le contrat qui se trouve à cette adresse. En fait, quand on déploie un contrat sur la blockchain Ethereum, il se situe à une adresse. Cette adresse-là est l'équivalent d'une adresse publique d'un wallet. C'est-à-dire qu'en fait, sur la blockchain Ethereum, vous pouvez ouvrir un wallet n'importe quand. On n'a même pas besoin d'être connecté à Internet parce que finalement, il y en a quasiment une infinité. Enfin, il y a plus de wallets ou de clés publiques sur Ethereum que de grains de sable sur Terre, c'est pour dire. Et du coup, quand on déploie un contrat, eh ben, il va être identifié avec une adresse publique comme si c'était un wallet. Et donc, quand il est déployé, si je veux interagir avec, je l'instancie en prenant l'ABI et son adresse publique. Derrière, tout simplement, ça construit mon objet en récupérant les méthodes qui étaient présentes dans l'ABI, donc dans ce cas précis, le honor-of. Donc je fais contract methods honor-of 1, 2, 3, 4, call. Donc ça veut dire que c'est juste de la lecture. Et du coup, concrètement, je demande qui est le propriétaire du NFT numéro 1, 2, 3, 4 de ce smart contract. Il se trouve que l'adresse de ce smart contract est le projet Bored Ape. Et donc là, ça me répond que le propriétaire du singe portant le numéro 1, 2, 3, 4 est cette adresse-là. Donc si c'est vous, tant mieux pour vous. Donc là, on a lu un smart contract. Donc là, ça me permet vraiment de lire l'état d'un smart contract à un instant T et d'avoir le résultat d'une méthode. Après, quand on veut écrire, donc là, c'est un tout petit peu différent. Donc la première chose, c'est d'avoir un wallet. Donc là, je l'ai fait de façon programmatique. Donc là, j'ai inséré une clé privée. Et dans la réalité, vous pouvez utiliser d'autres méthodes qui vous permettent justement d'interagir avec les wallets qui sont sur les navigateurs, notamment MetaMask, ce genre de choses. Là, tout pareil, une ABI, sauf que là, j'ai mis une ABI d'une méthode qui nécessite une écriture. Donc là, on le voit, c'est State Mutability. Tout à l'heure, on avait View. Là, c'est Non-Payable. Donc c'est un statut particulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer d'Ether dessus, mais c'est une méthode qui va engendrer une écriture sur la blockchain. Pareil, j'instancie le contrat. Et là, je fais la méthode Save Transfer From qui va dire je vais transférer depuis ce wallet-là vers ce wallet-là le NFT numéro 1, 2, 3, 4. Et je vais envoyer les transactions depuis cette adresse-là. Alors bien sûr, ça ne fonctionne que si la clé privée correspond à cette clé publique. Bien sûr, j'ai pas mis la bonne. Je ne suis pas propriétaire du Bored Ape numéro 1, 2, 3, 4, mais c'était pour l'exemple. De toute façon, une transaction, c'est-à-dire que dans le fameux contrat NFT du Bored Ape, typiquement, si j'essaye de transférer un NFT qui ne m'appartient pas, ça va throw, mais mécaniquement, ça ne va pas fonctionner. Dans le cas où la transaction fonctionne, elle est envoyée à la blockchain. Et là, il faut bien voir que c'est très asynchrone, parce que dans le cas de Ethereum, il faut attendre 15 secondes. Donc souvent, il faut rajouter des mécanismes d'écoute de la blockchain pour vérifier si l'action s'est effectivement passée. On obtient le receipt de la transaction, c'est-à-dire quel est l'ID de la transaction, dans quel bloc il a été injecté, avec quel contrat j'ai interagi, et le status true sous-entend que la transaction s'est bien passée. Et donc à partir de là, on peut partir du principe que ma méthode a été effectivement exécutée et qu'elle s'est bien passée. Du coup, là, on a réussi à lire qui possédait quoi sur un smart contract de NFT. On a réussi à transférer un NFT d'une adresse à une autre. Et du coup, il manque quand même une partie essentielle, c'est que dans ces fameux NFT, souvent, on a une image et ses titres et ce genre de choses. Et du coup, on a souvent une méthode qui s'appelle TokenURI, qui va être en fait une méthode qui va permettre de lire l'URL associée à ce NFT. Donc c'est là où on commence à rentrer dans des choses un petit peu conceptuelles, c'est que dans la réalité, quand on possède le NFT, on ne possède que la capacité de pouvoir interagir avec un NFT précis. Et le contenu de ce NFT est stocké finalement sur une URL, tout ce qui est le plus classique. Ici, ça pourrait être https monhébergement.com/monimage.png. Et dans ce cas-là, quand c'est une adresse classique, là, on rentre dans le problème de est-ce que l'image existera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ce genre de choses. Est-ce que je peux modifier l'image? Et tout ça, ça pose des problèmes de conservation de données, finalement, de valeur du NFT. Et du coup, il y a un autre protocole qui est émergé, qui est un peu plus vieux et qui n'était pas forcément très connu, mais qui a pris de l'ampleur avec la blockchain, qui s'appelle IPFS, pour Interplanetary File System. Donc, c'est des gens qui ont voulu fabriquer un genre de file system global à Internet. Et en fait, ce sont encore une fois des nœuds qui se connectent les uns avec les autres. On peut injecter des fichiers à l'intérieur qui vont avoir un hash unique
et qui derrière vont vivre sur ce réseau. Donc dans le cas où vous utilisez ce genre de réseau, je vous conseille d'avoir votre propre serveur pour garantir que les images sont en permanence disponibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que personne ne peut modifier cette image parce qu'une image donne toujours le même hash. Donc en fait, on est garanti d'avoir toujours le même contenu. Et voilà. Et donc dans le cas des NFT, Token URI donne accès en fait à un fichier JSON qui est pas vraiment standardisé pour le coup. Donc là-dessus, le standard NFT sur Ethereum s'est un peu arrêté au smart contract et ce qu'il y a là-dedans est encore assez peu standardisé. Et on va avoir notamment un champ image qui va, dans ce cas précis, de nouveau indiquer un chemin IPFS. Et là, on va retrouver la fameuse image du singe qu'on a vu tout à l'heure, qui est le singe numéro 1, 2, 3, 4 des contrats bordés. Et donc avec tout ce schéma, c'est-à-dire Ethereum, une blockchain quasiment inviolable, un smart contract audité, non modifiable avec les codes sources visibles et dont les métadatas sont stockés sur EPFS, ça nous fabrique un paradigme où eh bien, vous possédez effectivement un NFT non modifiable que personne ne peut vous spoiler et donc vous êtes garanti que le visuel qui est attaché sera toujours le même. Voilà, alors là, on a fait un tour très rapide. Bon, il est déjà 37, donc j'avance. Mais en gros, les NFT, c'est ça, sous le capot. Donc souvent, il y a un peu de magie, mais dans la réalité, c'est assez basique. C'est finalement l'accumulation de différentes technos, les unes avec les autres décentralisées, qui permettent d'engendrer le concept d'actifs numériques que l'on peut posséder et qui du coup fabrique un nouveau paradigme dans Internet. C'est-à-dire qu'avant, on avait des actifs digitaux qui étaient multipliés, enfin, qu'on pouvait multiplier à l'infini. Et là, pour la première fois, on peut avoir des actifs digitaux qui sont possédés par une seule personne. Et donc, on peut produire des nouvelles choses derrière. Et du coup, je vais vous présenter très rapidement ce qu'on fait chez Ariani, ce qui vous permettra de voir un petit peu les portées, tout ça. Parce que les NFT, on en a entendu beaucoup parler, mais c'est un standard, une techno qui va sûrement se déployer un peu partout dans la vie de tous les jours. Donc nous, aujourd'hui, on a construit un protocole NFT qui permet à des marques de luxe de pouvoir émettre des NFT, la plupart du temps pour remplacer les certificats d'authenticité papier qui pouvaient accompagner leurs produits physiques et qui, du coup, vont permettre, et du coup, c'est là où on est parti du standard NFT, mais on y a rajouté des méthodes et des features supplémentaires, permettant notamment de stamper un historique d'événements sur ce NFT, permettant par exemple de fabriquer un carnet d'entretien sur un produit, de pouvoir communiquer, envoyer des messages à ces NFT, donc pour fabriquer une nouvelle forme de communication et de CRM entre les marques et les utilisateurs. Et puis avec des métadatas très particulières qui permettent de faire du, du- du contenu avancé pour les marques. Et donc on a fabriqué un protocole on-chain, donc toute la partie qui permet de produire les NFT sur la blockchain. Et puis comme ça reste des technos quand même assez nouvelles et que les gens en interne n'ont pas forcément les compétences pour faire tout ça, donc on a produit une application qui permet d'interagir avec ces smart contracts et derrière de retomber dans un monde plus classique pour les marques, c'est-à-dire des API REST et ce genre de choses pour pouvoir automatiser la production de NFT quand des produits sortent de leurs usines. Et puis après, pour leurs utilisateurs finaux, le vrai sujet, c'est qu'avec les NFT et la blockchain, il faut un wallet, il faut des cryptos pour interagir avec tout ça. C'est très compliqué et c'est quand même pas à la portée de tout le monde. On a fait un gros travail pour arriver à avoir un wallet disponible pour quelqu'un qui n'y connaît rien en blockchain, qui n'a pas envie d'avoir de crypto, etc. Tout est transparent et qui permet d'obtenir son NFT en quelques clics sans avoir besoin d'être un geek. Et tout ça tourne avec une crypto-monnaie qui s'appelle l'ARIA 20. C'est-à-dire que les marques, quand elles veulent produire des NFT, doivent payer avec une crypto-monnaie, qui est une crypto-monnaie qu'on a émise, et ce qui garantit que le protocole pourra exister entre guillemets ad vitam aeternam et que même nous ne pouvons pas censurer une marque, c'est-à-dire qu'une marque qui souhaite utiliser notre protocole, eh ben, elle peut le faire quasiment sans nous parler et surtout on ne peut pas l'en empêcher. Et donc c'est ça qui crée des conditions de décentralisation qui garantissent le fait que ça continuera en permanence. Donc ça c'est notre produit historique. On travaille avec toutes ces personnes-là, donc on a fabriqué un consortium qui justement gouverne l'évolution de ce protocole et de tout ce qu'on fait en interne. Donc là, c'est un ensemble de marques. Et puis là, des partenaires technologiques divers et variés. Donc tous ces gens-là se retrouvent entre eux régulièrement pour pouvoir faire évoluer tout ce qu'on construit chez Ariani.
Si vous voulez aller creuser un petit peu plus, nous on a une doc, tout est sous forme de SDK, on a fabriqué une librairie qui permet d'interagir avec tout ça. Vous avez même des onglets live démo qui vous permettent de produire des NFT en quelques clics sans avoir besoin de faire quoi que ce soit et de jouer avec tout ça. Donc nous on fournit toutes les briques permettant d'aller plus vite pour les marques pour produire ces NFT. Ensuite on s'est amusé à construire un outil plus pour la communauté crypto. Donc les NFT, c'est bien joli. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait en produire, etc. Mais à quoi ça sert? Bah, finalement, un des exemples ici est de pouvoir construire un Discord qui serait finalement, vous êtes identifié par votre wallet, votre photo de profil est un NFT, et ensuite, pour vous connecter à une room, on peut fabriquer des conditions. Donc, seules les personnes possédant tel NFT ou tel crypto peuvent se connecter. Et comme l'applicatif est implicitement connecté à la blockchain, eh bien, c'est la blockchain qui fait foi et qui permet de dire qui peut se connecter, qui peut écrire, qui peut lire. Et ça permet d'imaginer, d'entrevoir ce que peut être le fameux Web3. C'est que demain, sur les sites web, vous allez vous connecter avec votre wallet. Et en fonction de ce que vous avez dans votre wallet, l'expérience sur les sites web sera différente. Et personne ne pourra vous bloquer l'accès ou ce genre de choses parce que tout sera basé sur votre wallet. Voilà, il est déjà 13h42, l'heure tourne. On a fait le tour, mais il y a plein de questions. Juste plusieurs choses. Donc là, vous avez toutes mes informations. On est une startup, on a levé des fonds, on va continuer. On recrute donc tout type de profil. Moi, je m'occupe plutôt des développeurs, mais on a plein de profils différents. Vous pouvez m'avoir par email sur Twitter. Là, j'ai rajouté ce qu'on appelle les ENS. Donc, sur Ethereum, un des premiers NFT sont les ENS. Donc, si vous voulez commencer votre parcours là-dedans, je vous invite à faire ça. C'est Ethereum Name Service. Et ce sont en fait des gens qui ont produit des NFT qui servent à identifier votre wallet. Et du coup, énormément d'applicatifs ont rendu ça compatible. Et du coup, aujourd'hui, si vous voulez trouver, plutôt que de passer une adresse incompréhensible avec 0x, etc., et ben, vous pouvez avoir votre propre nom de domaine, votre propre nom de domaine Ethereum, et qui est quasiment compatible dans toutes les applications. Et là, les informations de Ariani, et puis un petit cadeau, si vous voulez aller voir tout de suite et avoir une première expérience, alors en tout cas de notre technologie, qui en sous-jacent est motorisée par des NFT, un QR code qui vous permettra de voir une première expérience de NFT, et de NFT, je dirais de NFT Ariani, donc produit avec notre protocole et nos technologies. Donc voilà, c'était une première overview un peu tech des NFT, et j'imagine que vous avez plein de questions. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation, très très claire. Ouais, très clair, très bien. Ouais, C'était un peu rapide, on peut en parler pendant des heures, et puis je pense que ouais, vous c'est un peu. pouvez trouver les sujets ça pendant des heures, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rentrer En tout cas, moi dans les détails. j'ai bien compris. Alors, on va voir si on a des questions. Très bien. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Nous, on avait des questions sur sur les inscriptions. Il y avait une question, une question de François-Xavier qui demandait si on pouvait acheter un NFT de l'event. Donc acheter non, mais vous avez vu, il y avait un QR code qui permet d'avoir un NFT, Oui, c'est ça. C'est ça, sur le pour le wallet. coup, on a produit un NFT spécial Sophia Tech Connect. Peut-être qu'il faut que je repartage rapidement parce que j'étais un peu rapide sur le Ouais. QR code, mais qui est finalement un NFT produit à partir du protocole Ariani, hein, donc ça reste un NFT en tant que tel, et qui se consomme via le wallet Ariani. C'est pour avoir un peu la même expérience qu'avec nos marques, et qui est donc dédié à cet event. Et donc, ouais, pour voir à quoi ça ressemble, il faut l'avoir. Donc en fait, d'abord, vous allez pouvoir le visualiser. Ensuite, ça va vous inviter à télécharger ce qu'on appelle le Ariani Wallet, qui est l'application permettant d'obtenir la propriété en tant que telle. Et puis vous obtiendrez votre premier NFT souvenir. On a l'habitude de faire des présentations de ce type-là, où quand on présente nos solutions à des marques, etc., eh bien, elles repartent avec leur premier NFT la plupart du temps. J'ai demandé à Alexandre en off si on pouvait le vendre à des millions ce NFT, mais non, il m'a dit non. Donc, j'espérais pas. Si, dans l'absolu, peut-être que si demain je deviens extrêmement célèbre et puis que cette conférence devienne extrêmement connue, que ce NFT puisse prendre de la valeur. Il faut bien voir qu'un NFT n'a de la valeur que par rapport à l'offre et la demande. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de gens qui veulent l'acheter que de personnes qui le possèdent? C'est uniquement ce qui crée la valeur. C'est-à-dire que des NFT, il y en a déjà des millions, voire des dizaines de millions qui ont été produits. Il n'y en a que quelques-uns qui ont de la valeur, parce que ils ont un historique, un passif et ce genre de choses. Mais la valeur n'est pas implicite par rapport au fait que ce soit un NFT ou pas, plutôt ce qu'il embarque avec lui. En fait.
Alors, on va passer aux questions sur le chat. Il y a plusieurs questions. Une question d'Antoine. Est-ce que le protocole Ariani s'appuie sur Ethereum? Est-ce permissionless? Alors le protocole Ariani est Ethereum compatible. Aujourd'hui, il est déployé sur une sidechain qui s'appelle PO Network et une deuxième qui s'appelle Polygon, qui est un peu plus connue. Et en fait, pourquoi on a fait ça et pas sur Ethereum? Alors, on réfléchit à le mettre sur Ethereum. Le problème de Ethereum, c'est que c'est donc une chaîne très connue, très sécurisée et donc très chère à utiliser. Il faut savoir que, on va dire, transférer un NFT, en moyenne, ça coûte entre 50 et 100 dollars. Produire un NFT, ça coûte entre 100 et 200 dollars. Déployer un contrat de NFT, ça coûte dans les 2000 dollars. Alors bien sûr, tout ça, ça varie en fonction du prix de l'Ethereum et ce qu'on appelle le gaz, c'est-à-dire le prix du gaz, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent utiliser la blockchain à un instant T ou pas. Mais en partant de ces principes-là, émettre des NFT pour toutes les montres Breitling, par exemple, eh bien, ça coûterait extrêmement cher. Et du coup, on a déployé notre protocole sur une sidechain qui est plus confidentielle et donc moins chère à utiliser et qui nous permet d'avoir un modèle économique qui tourne. Et donc, sur le papier, l'Ariani Protocol est un protocole de smart contract compatible Ethereum et qui est donc déployable sur toutes les blockchains de type Ethereum. Voilà, je pense avoir répondu correctement à la question. Une question de Phil. Quelle sécurité des méta stockés sur IPFS? Alors la sécurité, alors la sécurité, c'est que déjà, on est garanti que quand on a un fichier en tant que tel sur IPFS, le fichier qu'on obtiendra sera toujours le même parce que c'est basé sur le hash. Il y a un risque par contre, c'est que le fichier disparaisse. C'est-à-dire que si personne ne va chercher le fichier sur IPFS pendant trop longtemps, à un moment donné, les serveurs vont oublier le fichier. Et donc c'est là où si vous voulez déployer des fichiers sur IPFS et vraiment garantir leur présence dans la durée, il faut que vous soyez vous-même membre du réseau et que sur votre propre serveur IPFS, vous mettiez les fichiers IPFS que vous souhaitez garantir comme accessibles. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne peut modifier un fichier sur IPFS avec un hash précis, donc le fichier sera toujours valable. Voilà. Après, il y a d'autres alternatives. Il y a un protocole qui s'appelle Airweave, où là, pour le coup, il faut payer en crypto-monnaie pour déployer des assets. Et voilà, il y a cette vraie problématique, c'est comment garantir que un fichier soit toujours accessible et infalsifiable sur Internet. Donc il y a différentes solutions. Les NFT sont vraiment pour la partie possession d'un hash numérique, mais le contenu lui-même, aujourd'hui, la meilleure solution est IPFS, mais elle est encore loin d'être parfaite. Et si vous mettez un lien vers une URL standard, eh ben, finalement, vous garantissez pas grand-chose parce que vous pouvez modifier le fichier qui est derrière, voire l'effacer. On a plein de questions qui arrivent. Alors, il y Très a bien. Axel qui demande le NFT de la Sophiatech Connect, on peut le store sur notre wallet à nous ou pas? Alors là pour les questions de démonstration et de facilité, donc c'est des NFT Ariani. Dans l'absolu, sur le wallet Ariani, vous avez c'est un vrai wallet Ethereum avec clé privée, clé publique. Il se trouve que pour des questions de simplicité, on n'a pas encore la possibilité de l'envoyer vers une autre adresse. Après, si vous êtes un peu geek, vous allez dans les settings, vous allez trouver votre wallet en tant que tel et les 12 mots qui représentent la clé privée. Vous le mettez dans un autre wallet et là, vous avez entièrement la main dessus pour pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc oui, après là, c'est la version, je dirais, packagée simple pour pas avoir à sortir l'artillerie lourde de wallet et ce genre de choses. Mais ça reste un NFT Ethereum classique qui s'appuie sur les standards classiques et qui se lie avec un wallet classique. Mais du coup, tu peux télécharger le wallet Ariani et je viens de scanner et je viens de claim mon NFT. C'est ça. Et là, c'est plutôt pour la simplicité parce que Voilà. si vous, Ouais. en fait, là, vous voyez encore mon écran. En fait, il y a l'extension MetaMask. Oui. Ça veut dire que si j'avais voulu faire une démonstration en mode pure crypto native, ce genre de choses, il aurait fallu installer MetaMask, que chacun reçoive des cryptos, qu'il puisse faire des transactions, etc. Ça aurait été bien compliqué. Donc, pour le jeu de la démonstration, souvent. En fait, justement, un des intérêts du protocole Ariani et de toute la suite logicielle qu'on a fait, c'est que la prise en main de ces NFT est accessible à tout le monde, même des gens qui ne sont pas technophiles. Alors qu'aujourd'hui, là, les fameux singes dont je vous ai parlé,
La façon de les avoir, c'est d'avoir un wallet avec beaucoup d'Ethereum, faire une transaction sur un site qui s'appelle notamment OpenSea, qui permet d'acheter et vendre des NFT, et de le posséder dans ce wallet, surtout ne pas perdre les clés, parce que sinon vous perdez votre singe à tout jamais. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, et donc ça, je dirais que c'est à découvrir, hein. Si vous êtes tech et que vous voulez comprendre comment ça fonctionne, il faut passer par ce chemin-là. Mais là, pour des questions de simplicité, et puis d'avoir la capacité de récupérer son premier NFT, c'est la solution Ariani qui permet d'être plus efficace et plus simple. Alors, il y a d'autres questions de Antoine qui demande si SPKZ est un remplaçant de Discord. Alors, on pourrait espérer que oui. Après, ce serait un peu présomptueux de notre part parce que arriver à remplacer une boîte comme Discord, mais en effet, c'est un peu l'esprit. Alors, je sais pas quel chemin va prendre Speakeasy, là, parce qu'il reste beaucoup de choses à faire. J'aurais tendance plutôt à dire que ça peut être une solution pour fabriquer du chat, je dirais, temporaire. Typiquement, tout à l'heure, j'ai présenté le projet POAP, qui sont des NFT de présence sur des événements physiques ou online. Et bien, avec Speakeasy, on peut fabriquer des salons de discussion réservés à ces personnes-là. Donc, implicitement, on peut imaginer que j'aille sur un événement physique, je récupère mon POAP de présence, et qu'ensuite, en un clic, je puisse me retrouver dans un salon de discussion qui soit rempli que de personnes qui étaient effectivement à cet événement. Alors que voilà, si je fais un WhatsApp ou un Telegram, les gens peuvent se passer les liens d'invitation et j'ai finalement pas de garantie d'être avec ces personnes-là. Et voilà. Et du coup, l'idée c'est plutôt d'être un outil pour les protocoles Web3, les protocoles blockchain, pour donner des solutions de communication de temps réel à ces protocoles. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les DAO, qui sont ce qu'on appelle les Decentralized Autonomous Organizations, c'est-à-dire qu'avec cette fameuse blockchain, ces NFT, ces cryptos, finalement, on peut arriver à concevoir des organisations qui fonctionnent de façon autonome sans structure juridique. Et du coup, une manière pour pouvoir permettre à tous ces gens de communiquer et en effet d'utiliser une application qui est conçue avec, je dirais, l'Web3 en tête, la blockchain et ces aspects-là. Et donc Speakeasy est en effet un bon candidat pour répondre à ces besoins. On verra, peut-être qu'à terme on remplacera Discord, mais le chemin sera long. Question de Kevin. Est-ce que tu vois un lien ou des projets qui peuvent être faits entre Web3, NFT et machine learning, autre que des projets autour de singes et de lapins? Alors, je suis un peu moins expert, je sais qu'il y a des choses qui se font. Après, entre NFT et machine learning, peut-être pas. Après, je sais qu'il y a dans tous ces aspects de blockchain et de cryptographie, c'est comment arriver à fabriquer du machine learning sur des données publiques, ou plutôt comment arriver à faire du machine learning sur des données qui sont privées, mais en le mettant de façon publique. Et du coup, là, il y a des gens qui construisent des boîtes dans ces domaines-là. C'est-à-dire comment être capable de, quelque part, chiffrer les données, fabriquer du machine learning sur des données chiffrées et être capable à la fin d'en déduire les résultats. Et du coup, de pouvoir fabriquer des mécanismes où des gens mettent des datas à des endroits, des datas chiffrées, et ensuite on a des gens qui proposent différents algorithmes de machine learning, et tout ça partagé sur la blockchain et permettant de fabriquer des mécanismes d'enchères pour dire je souhaite louer tel ou tel algorithme. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, pas directement sur les NFT. Après, ça dépend. On pourrait imaginer, il y a des gens qui sont amusés à fabriquer des NFT d'art en utilisant du machine learning pour fabriquer enfin, avec tous les réseaux de neurones et ces genres-là, mais je pense que là, on s'écarte un peu de la réponse. Il y a des choses à faire. Après, je suis un peu moins expert du machine learning et tout ça, donc il faudrait voir dans quelle mesure on peut associer les deux technologies. Mais il y a forcément des choses à faire. On a une question d'Antoine qui dit est-ce possible de créer des plateformes de type OneDrive pour un projet avec des accès différents selon les acteurs? OneDrive, c'est une forme de Dropbox, hein, c'est ça? Ouais, un truc dans le genre. Oui, je pense. Que c'est ça dont tu parles? Ouais, Si Antoine, tu veux préciser ta question, mais je pense que c'est ça. alors si c'est de dire, justement, alors notre fameux speakeasy, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire comment limiter l'accès à des fonctionnalités sur internet basées sur ce que les gens possèdent dans leur wallet. Donc la réponse est oui. Heu, C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un service où au lieu de se connecter avec un email, un mot de passe, on va se connecter avec un wallet, et on peut imaginer que, les gens qui ont le droit d'accéder
tel ou tel document, doivent posséder tel ou tel NFT ou telle crypto-monnaie ou ce genre de choses. Donc ça, c'est possible. Après, faire que ces données vivent sur la blockchain et soient falsifiables, c'est plus compliqué. Alors après, là, on a parlé de NFT, je vous ai montré les métadatas et les métadatas sont publics. Donc là, si on commence à dire que les données ne sont pas publiques, pour le coup, c'est ce qu'on a fait chez Arianis, c'est qu'on a fait une grosse évolution sur la partie métadata des NFT. Et donc, on permet à nos clients d'avoir des métadatas qu'on considère comme privés, mais quand même décentralisés. Sous-entendu, le contenu des NFT peut ne être visible que par le propriétaire du NFT, la marque qu'il a émis ou le futur propriétaire. Je m'explique. Si on prend des marques qui travaillent avec nous comme Breitling, dans la réalité, elles veulent pas que quelqu'un puisse s'amuser à voir tous les certificats qu'elles ont produits cette année et pour quel type de montre et ce genre de choses. Parce que quelque part, ce serait une vraie, ce serait les livres ouverts de Breitling directement. Donc, mécaniquement, il y a quand même les codes du passé du business qui s'appliquent. Et du coup, on a dû répondre à ça. Et du coup, on a dû utiliser la techno NFT en faisant évoluer le stockage du contenu de façon privée tout en restant décentralisé et basé sur ce que les gens possèdent sur la blockchain. Donc, concrètement, on a un genre de serveur de fichiers. Quand on lui demande le contenu de tel NFT, en fait, ce serveur de fichiers va se connecter à la blockchain, vérifier que celui qui fait la demande est bien le propriétaire du NFT. Si oui, je lui donne le contenu. Sinon, je lui dis désolé, tu n'as pas accès au contenu. Donc, pour répondre à la question initiale, si c'est juste construire l'accès à une plateforme qui va mettre à disposition des fichiers basés sur ce qu'on possède dans un wallet, oui, c'est extrêmement simple. Enfin, extrêmement simple, il faut le faire, mais on remplace un login mot de passe avec une base de données d'authentification par un wallet et puis ce que la personne possède sur son wallet. Si après on veut stocker du contenu privé sur la blockchain, là on rentre dans d'autres problématiques bien compliquées. Il faut savoir que sur la blockchain, on stocke très très peu d'informations, vu que tout coûte très cher. Et du coup, là, il faut mettre en place différents mécanismes, mais il y a sûrement des gens qui construisent déjà des projets comme ça.